C'est ainsi qu'on a à peu près les 32 km d'ouverture sur l'océan Atlantique. Et en compensation, on va donner quelques territoires vers Caïba aux Portugais. Donc, en 1914, les Anglais rappellent aux Allemands que la France a le droit de préemption. Si on se partage tous les deux, il va y avoir la guerre. Arrêtez un peu avec cette idée. Et puis, au mois d'août, le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. 1er août 1914. Puisque la France est l'alliée de la Russie, l'Allemagne sait que la France va entrer dans la guerre. Et l'Allemagne va anticiper en allant attaquer la France. Mais puisque la France a ses frontières avec l'Allemagne est très bien défendue, ils vont trouver un passage. Le passage, c'est la Belgique. Les Allemands donnent l'ultimatum à la Belgique. Laissez-nous passer pour attaquer la France. Les Belges refusent parce que c'est un pays neutre. Les Allemands vont envahir la Belgique et occuper la Belgique. Pendant toute la guerre, presque la totalité de la Belgique est occupée de 1914 à 1918. Maintenant, 11 jours, parce que la Belgique est attaquée le 4 août, le 15 août, la population du Congo, au bord du lac Tanganyika, est surprise. Des bateaux de guerre allemands qui viennent de la Tanzanie se mettent à tirer sur les villages congolais, ils attaquent le Congo. Et des commandos allemands descendent vers Kalemi pour couper les lignes de communication, les lignes de téléphone. La guerre commence au Congo. Et les Allemands, en se battant, ils avaient une supériorité en bateaux de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands vont occuper totalement les lacs Tanganyika et les lacs Kivu. C'est ainsi que le seul territoire congolais qui a été occupé par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'île d'Idjouï. L'île d'Idjouï est occupée par l'Allemagne pendant cette guerre. Mais les Allemands essaient toujours d'entrer pour venir quand même conquérir le Congo, mais essentiellement ce qui les attire, c'est quoi? C'est les mines d'or de Kilomoto à Ituri. Ils vont tenter encore en 1915 d'entrer, ils sont repoussés. Le commandant de la force publique, il s'appelle le général Tombeur, Charles Tombeur, c'est un Belge. Il dit, si on laisse les Allemands à chaque fois venir nous déranger comme ça, les Allemands sont à peu près dans leur armée, la DOA, Deutsche Ostafrika, l'Afrique orientale allemande. Le commandant, c'est un général qui s'appelle Paul Vorbeck. Il a 3000 Allemands et à peu près 11 000 Africains comme dans son armée. Le général Charles Tombeur va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là, ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir 3 batailles importantes que la force publique va remporter sur l'armée allemande. C'est la guerre de Tabora, Dodoma et Maengi. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez comment ça se passe, l'Allemagne a perdu la guerre, on va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre le Togo et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun, la Tanzanie. L'Afrique du Sud va prendre la Namibie, qui était une colonie allemande. Et la Belgique, en 1923, la Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la 7e province du Congo belge. Le Congo à l'époque a 6 provinces, Léopoldville,
Actuellement, c'est Congo central, Kinshasa et Bandundu. Ça s'appelait Léopoldville. Deuxième province, c'est l'Équateur. Troisième province, c'est la province orientale. Quatrième province, c'est le Kivu. Cinquième province, c'est le Katanga. Sixième province, c'est le Kasaï. Et le Rwanda-Urundi deviennent la septième province. À ce moment-là, on devient pratiquement un seul pays parce qu'on a le même chef d'État qui est le roi des Belges, le même gouverneur général qui habite ici à Kinshasa, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo et qui sécurise le Rwanda et l'Urundi. La même monnaie, c'est la même banque centrale qui produit la monnaie pour cette entité. Donc voilà comment notre aventure commence avec le Rwanda. En 1925, le Rwanda-Urundi est annexé au Congo. En 1930, les Belges vont considérer qu'il y a trop de population au Rwanda par rapport au Kivu. Puisque c'est devenu le même pays, ils vont lancer une politique, une mission, ça s'appelle MIB, Mission Immigration Banyarwanda. Ça consiste à quoi cette mission? Aller chercher les populations au Rwanda pour venir les installer dans le Kivu. Et c'est ainsi que de 1930 à 1950, les populations sont mobilisées au Rwanda et venues installer dans le Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi. Juste pour vous donner un exemple, en 1948, il y a eu 47 000 Rwandais qu'on a amenés cette année-là, qu'on a amené du Rwanda, qu'on est venu installer au Congo. Donc, ces groupes-là, au Kivu aujourd'hui, on les appelle les transplantés. Les Rwandais qui ont été récupérés au Rwanda, qu'on est venu installer au Kivu. Essentiellement des Hutus, même s'il y avait quelques Tutsis. Mais la grande majorité, c'était des Hutus. Et puis, pour aller vite, là c'est les transplantés. On arrive en 1959. Les systèmes coloniaux qui étaient en place au Rwanda, l'administration était confiée aux Tutsis, qui étaient un peu les évolués là-bas. Chez nous, on avait les évolués de toutes les tribus, mais là-bas, c'était en particulier les Tutsis qui étaient considérés comme des évolués, donc qui aidaient un peu l'administration à gérer le pays. En 1959, un parti politique qui s'appelle Parmehutu. Parmehutu, ça veut dire parti du mouvement de l'émancipation Hutu. Ce parti va faire ce qu'on appelle la révolution. Son chef s'appelle Grégoire Kayibanda. Ils vont faire une révolution, on appelle aussi la Toussaint rwandaise. Ils vont faire une révolution pour abolir, parce qu'au Rwanda, pendant toute cette époque, ils ont un roi qu'on appelle Mwami, comme Mwami ça veut dire roi en Swahili. Ils abolissent la monarchie, ils créent la république et il va y avoir des massacres. Les Tutsis ont peur puisqu'ils sont massacrés, ils vont partir en exil en 1959. Et lorsqu'ils partent en exil, ils partent dans les pays voisins. À peu près 50 000 Tutsis, 60 000 en 1959 quittent le Rwanda pour venir au Congo. Parmi eux, il y a un certain Barthélemy Bisengimana, fils de réfugié qui vient avec ses parents. Et puis, d'autres partent en Ouganda, au Congo, en Ouganda. Et parmi les gens qui partent en Ouganda, il y a un couple qui s'appelle, le mari s'appelle Deogracias Rutangabwa et sa femme s'appelle Osteria Rutangabwa. Ils traversent la frontière pour aller en exil avec leur enfant qui a 2 ans. Les petits réfugiés qui est né en 1957, en 1959, donc il a 2 ans. Ces petits garçons s'appellent Paul Kagame. Il va aller en exil en Ouganda. Il y a un autre garçon, lui là c'est un bébé, il a quelques mois, qui va fuir aussi avec ses parents pour aller en Ouganda. Il s'appelle James Kabarebe.
Donc, ces gens-là s'installent en Ouganda, les autres au Congo, les autres au Burundi et les autres en Tanzanie. On arrive à l'indépendance du Congo, troisième chapitre, avant-dernier chapitre donc. On arrive à l'indépendance du Congo. On va à la table ronde, 20 janvier 1960, 20 février 1960. La table ronde se passe bien. On décide de mettre en place des institutions, un président de la République, un gouvernement avec un premier ministre, le premier ministre gère le gouvernement, un parlement avec deux chambres, Sénat, Assemblée nationale, et des provinces avec des gouverneurs des provinces et des assemblées provinciales. Un peu le système qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on adopte. Ce système est adopté dans une constitution provisoire adoptée par le Parlement belge qu'on appelle la loi fondamentale. Mais on décide que les animateurs de toutes ces institutions doivent être élus, parce que le Congo, c'est vers un pays démocratique. Les animateurs doivent être élus. Mais il va se poser un problème, qui a le droit de voter? La Constitution, la loi fondamentale n'a pas parlé de la nationalité. Donc la question est ignorée dans la loi fondamentale, dans notre Constitution provisoire. Et la loi électorale va dire ceci. En fait, la question se pose par rapport aux populations qui parlent le Kinyarwanda. Une petite explication à ce sujet. Au Congo, on a 3 groupes de gens qui parlent le Kinyarwanda. Vous avez les Hutus, vous avez les Tutsis, vous avez les Ntwa. Les Ntwa, c'est les Pygmées. Comme vous le savez, les premiers occupants du Congo, c'était les Pygmées. Mais à chaque fois, la population des Bantous qui est venue les dominer, leur a imposé aussi la langue. C'est comme ça que les Pygmées d'Ingende parlent le Lingala. Les Pygmées de Mambasa parlent le Swahili, les Pygmées de Rutshuru parlent le Kinyarwanda. C'est la langue des dominants. Donc vous avez ces 3 groupes, les Hutus, les Tutsis, les Twa. Et vous avez 3 catégories, 3 stades de nationalité. Parce que la constitution de Lulabour va dire ceci, est congolais celui dont les ancêtres étaient au Congo avant 1908. Ce n'est plus 1950, c'est 1908. Ça veut dire quoi? La constitution de Lulabour retire la nationalité à tous les transplantés. Ça va créer des troubles et des tensions à l'Est. 63, le président de la République, Joseph Kasavubu, va dissoudre le Parlement. Parce qu'il considère que les députés dérangent trop le gouvernement et son premier ministre, Cyril Adoula, avec des motions inutiles. Et deuxièmement, les travaux pour l'adoption de cette constitution de 64, on est en 63, n'avancent pas. Kasavubu dissout le Parlement, un groupe de députés lumumbistes, disons nationalistes, vont partir en exil au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza, ils vont créer ce qu'on appelle le CNL, Conseil national de libération. Il dit qu'il faut libérer le pays. Le président de cette structure, c'est le secrétaire général du MNC Lumumba et ancien ministre de l'Intérieur de Lumumba. Il s'appelle Christophe Boigny. Il s'installe à Brazzaville. En 63 toujours, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, qui revient d'une formation de Chine, en Chine, entre ici, en 63, il va dans les Kwilu, il s'appelle Pierre Moulélé. Et Pierre Moulélé lance la première rébellion post-indépendante au Congo. Il commence la rébellion dans les Kwilu. En 64, Christophe Boigny à Brazzaville considère que lui aussi, il ne peut pas rester comme ça, puisque Moulélé a commencé la rébellion à l'ouest, lui il doit commencer la rébellion aussi à l'est. À Brazzaville, il va désigner 2 cadres de son organisation, CNL, pour leur demander d'aller aussi commencer la guerre à l'est. Les 2 cadres s'appellent Gaston Soumaïli, plus connu sous son sobriquet de Soumialo. Le 2e cadre à Brazzaville, qui est désigné à Brazzaville, s'appelle Laurent Désiré Kabila. Kabila, en 64, Kabila et Soumialo vont aller à l'est. Au mois d'avril 1964, les 2 messieurs lancent la guerre de l'est et la guerre qu'on appelle la guerre de Maï Maï.
C'est la première fois que le concept de Maï Maï apparaît. Pourquoi? Parce que leur armée, chaque unité de l'armée a un féticheur. Qui leur fait des gris-gris, qui leur fait porter des choses, ils deviennent supposés devenir invulnérables. Et lorsque vous allez au front, il ne faut pas reculer, il faut tout simplement crier Maï Maï. Maï, ça veut dire l'eau, Maï Maï. Et lorsque vous criez Maï Maï, les balles qu'on vous tire là se transforment en eau. C'est ce qu'on leur a enseigné. Maï Moulele Maï Maï. Donc vous chantez Maï Moulele Maï Maï. Et la population commence à appeler ces gens-là les Maï Maï. Phénomène qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais puisque les militaires de l'armée nationale, l'ANC, sont paniqués, les bruits circulent comme quoi ils ne meurent pas. En très peu de temps, le CNL-Est va conquérir presque pratiquement tout l'Est du pays, un tiers du pays, en partant du nord Katanga jusque dans la province orientale. Les Maï Maï récupèrent tout ça. On les appelait officiellement les Simba, les lions. Ils récupèrent tout ça. Beignet, qui était à Brazza, arrive à Kisangani. Il se proclame président de la République populaire du Congo. Et il met en place son gouvernement. Le premier ministre Cyril Adoula ne s'en sort pas. Mobutu, commandant-chef de l'ANC, ne s'en sort pas. Kasavubu, dépassé. Et Mobutu va avoir une idée. Il va dire au président Kasavubu, monsieur le président, je pense que nous avons besoin d'un allié. Il nous faut un allié puissant, un homme à poigne qui a de l'expérience, qui a un réseau. Il peut nous aider à résoudre ces problèmes. Kasavubu lui dit, à qui tu penses? Il dit, moi, je pense à Moïse Tshombe. Où est Moïse Tshombe? Tshombe est en exil en Espagne parce qu'il a fait sa sécession là. Entre 60 et 63, les casques bleus sont venus le chasser, il est allé en exil en Espagne. Mobutu dit à Kasavubu, on peut récupérer Tshombe. Il dit, mais Tshombe c'est un sécessionniste. Il dit, non, 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 la politique est dynamique. Et on va envoyer des émissaires à Tshombe, lui expliquer qu'on a besoin de lui au pays. Tshombe revient ici en 1964, il est nommé Premier ministre et Tshombe va lancer la guerre contre les rebelles. Mais Tshombe, quand il est parti, quand il a fait sa sécession, l'État indépendant du Katanga, il avait son armée, qu'on appelait la gendarmerie katangaise. Mais lorsque les casques bleus arrivent, toute cette armée, là, pratiquement les 2 tiers de l'armée a fui. Ils ont fui où? En Angola. Les gendarmes katangais. Et les Portugais ont récupéré ces Congolais là-bas, c'est des bons militaires. Les Portugais ont commencé à les utiliser pour faire la police en Angola. Et ils ont changé de nom. Là-bas, on les appelle les Diabos. Et Tshombe aussi, au Katanga, il avait des mercenaires. Jean Scram, Bob Denard, Mike Owara, tous ces gens-là ont fui. Après l'échec de la sécession. Quand Tshombe revient ici, Tshombe rappelle tout le monde. Les mercenaires débarquent à Kinshasa, les gens Scram, les Bob Denard arrivent ici. Et il a besoin de troupes. Il demande aux Angolais, mais renvoyez-moi mes militaires. Les gendarmes katangais reviennent au Congo, et avec le soutien de la Belgique et surtout de la CIA, les Américains, Tshombe va reconquérir tout l'est du pays en faisant fuir les rebelles. Le 24 novembre 1964, donc au mois de novembre, Beignet, le président de la République libre populaire du Congo, est dépassé. On l'attaque de partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, allez me chercher tous les blancs que vous trouverez dans la province orientale. Il y avait des missionnaires, des enseignants qui étaient là-bas, les fermiers. On va récupérer à peu près 2000 Européens qu'on amène à Kisangani. Beignet lance un ultimatum à la communauté internationale. Si vous osez encore m'attaquer, je vais massacrer tous ces otages-là. Et les Belges paniquent. Il dit, Beignet est fou. Il peut mettre sa menace à exécution. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va organiser, la Belgique et les États-Unis vont organiser une opération qu'on appelle opération Dragon Rouge, qui consiste à parachuter sur Kisangani des para-belges. Et le 24 novembre 1964, une opération combinée, les para-belges et la 5e brigade mécanisée du colonel Van der Wel attaquent Kisangani et libèrent Kisangani. Mais Beignet a quand même eu le temps de tuer 200 Européens. Mais les autres sont libérés. Donc c'est la fin de la rébellion. Beignet
Olenga s'enfuit. Olenga, c'est le commandant en chef de la rébellion. Ils vont tous partir en exil. Donc tous les révolutionnaires partent en exil. Sauf un qui refuse de quitter le pays. Il dit, moi je continue la bagarre. Il s'appelle Laurent Kabila. Laurent Kabila va rester dans le sud Kivu, dans les montagnes. Et lorsqu'il reste là-bas, il va recevoir 2 renforts importants. Le premier renfort, c'est un parti politique rwandais qui s'appelle UNAR, Union Nationale Rwandaise. Le président de cette organisation, il s'appelle François Roukeba. François Roukeba est contre le pouvoir de Kayibanda, qui est à Grégoire Kayibanda, qui est au Rwanda. Il dit, moi je vais le combattre. Mais je ne suis pas assez fort pour combattre Kayibanda. Il vient voir Laurent Kabila et il dit, voilà, et ses amis, nous venons vous aider à libérer le Congo contre le pouvoir de Tchombe et de Kasavubu. On est en 64-65. Lorsque vous allez gagner votre révolution, ça va aboutir. Vous nous aiderez aussi à aller chasser Kayibanda au Rwanda. Les accords sont signés, les documents existent. Deuxième renfort, c'est des Cubains. Au mois d'avril 1965, 100 Cubains débarquent dans les maquis de Laurent Désiré Kabila et le chef de ces Cubains, c'est le célèbre Ernesto Che Guevara. Che Guevara arrive, il dit non, moi je viens vous donner un coup de pouce, les impérialistes veulent jouer avec les Congolais, nous devons vous aider à faire la révolution. Donc Che Guevara arrive là-bas et les Rwandais, ils sont ensemble, ils se mettent à combattre contre l'armée de Mobutu. Quelques mois plus tard, Che Guevara et les Cubains vont partir et Guevara va écrire ce mémoire sur le Congo. Il commence par cette phrase, c'est l'histoire d'un échec. Il explique comment il a échoué au Congo. Et Che Guevara va partir pour lancer des foyers. Donc une autre guerre en Amérique latine, en Bolivie, c'est là qu'il sera tué. Donc Laurent Désiré Kabila laisse dans son coin. Et c'est à ce moment-là que Mobutu fait son coup d'État. Mobutu devient président de la République, et puis il apprend qu'il sait, parce qu'il était le commandant de l'ANC. Comment Mobutu fait le coup d'État? Il explique au président Kasavubu, Monsieur le Président, est-ce que vous nous autorisez à commémorer le premier anniversaire de la libération de Kisangani? C'est en Lévis. On a vu que Kisangani a été libéré le 24 novembre 1964. Mois de novembre 1965, Mobutu demande la permission. Est-ce que, Monsieur le Président, je peux appeler les officiers pour qu'on commémore ça? Quand ça veut dire non, il n'y a pas de problème. Mobutu fait venir tous les commandants des grandes unités ici à Kinshasa. Ils vont à la cathédrale Notre-Dame pour faire le Te Deum, la grande messe des catholiques, pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. En réalité, Mobutu, c'était un alibi pour amener tous les commandants ici. Et c'est ce jour-là que Mobutu proclame la déchéance du président Kasavubu et il fait son coup d'État, il prend le pouvoir. Mobutu devient président de la République. Il apprend, il sait que Laurent Désiré Kabila se bat à l'Est, mais il apprend qu'un groupe de Congolais sont en train de combattre les rebelles. Pourquoi? Dans la zone où évolue Laurent Désiré Kabila, avec ses militaires Tutsi rwandais et des Congolais, les Tutsi rwandais étaient des alliés. Il y a une autre population qui habite dans la zone qui sont aussi des Tutsis. Maintenant, la population a des difficultés. Comment distinguer les Tutsis qui sont avec Kabila et les Tutsis qui combattent Kabila? Et c'est à ce moment-là que la population va créer un mot pour désigner ces gens qui combattent Kabila. En Swahili, on dit c'est de Mulenge. Ils habitaient à une localité qui s'appelait Mulenge. C'est de Mulenge, en Swahili, ça donne Banya Mulenge. Et Mobutu va commencer à leur envoyer des armes, mais tellement ils sont en insécurité, Mobutu va prendre une partie de ces gens-là, des Banya Mulenge, les déplacer pour les mettre en sécurité. Il va les déplacer vers Kalemi. Aujourd'hui, on les appelle les Banya Viura, qui sont à côté de Kalemi là-bas. Donc voilà ce qui se passe en 66-67. On évolue. En 1969, Mobutu va nommer
Le premier ingénieur civil congolais formé, le premier ingénieur civil formé à l'Ovanium, il s'appelle Barthélemy Bisengimana, que nous avons vu. Barthélemy Bisengimana était le président de l'association des étudiants rwandais à l'Ovanium. Donc tout le monde sait que Bisengimana est un Rwandais. Mobutu, il a confiance parce qu'il dit qu'il n'aura pas d'ambition au Congo. Mobutu va le nommer son directeur de cabinet. Barthélemy Bisengimana va rester directeur de cabinet de 1969 jusqu'à 1977. Pendant 8 ans. Et il sera l'homme le plus puissant du Congo à cette époque. La preuve en est que quand Barthélemy Bisengimana quitte le cabinet du président de la République, ses compétences qu'il exerçait, les attributions, vont être partagées entre le Premier ministre, le poste du Premier ministre qui vient d'être créé, les conseillers spéciaux en matière de sécurité et le bureau politique, le comité central. Donc c'était un homme vraiment puissant. Au mois de janvier 1972, Barthélemy Bisengimana initie une loi où on a vu que la nationalité des gens qui parlent Kinyarwanda est toujours ambiguë. Et en 1972, il y a une loi qui est adoptée qui dit que les ressortissants du Rwanda-Urundi qui habitent le Congo au plus tard en 1950 sont des Congolais. À l'époque, sont des Zaïrois. Ça pose aussi des étincelles à l'est là-bas. Et en 1977, Bisengimana quitte le pouvoir. En 1981, le Conseil législatif, l'Assemblée nationale de l'époque, va annuler l'article 15 de la loi de 72 qui donnait la nationalité aux transplantés. Mais il ne s'arrête pas là. Le Conseil législatif, l'Assemblée nationale va plus loin. Il décide que les Congolais, celui dont les ancêtres étaient ici en 1885. La constitution de Lulabour disait 1908. Et ils disent non, 8 là vous êtes encore gentil. On rentre en 1885. Donc la question de la nationalité devient compliquée. Là on est en 81. Et on quitte un peu le Congo parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passe chez les voisins. En 1979, l'armée tanzanienne entre en Ouganda avec les rebelles ougandais pour chasser Idi Amin. Idi Amin Dada est chassé du pouvoir. On remet au pouvoir un ancien président qui s'appelle Milton Obote en 79. En 81, un collaborateur de Milton Obote décide lui de faire la rébellion parce qu'il n'est pas content de la gestion d'Obote. Il s'appelle Yoweri Kaguta Museveni. Il entre dans la bourse avec 26 camarades pour commencer la guerre. Et parmi ces 26 camarades, il a un ami rwandais qui s'appelle Fred Rugema, enfant des réfugiés rwandais qui ont grandi en Ouganda. Donc ils entrent dans les maquis, ils commencent à faire la guerre. Maintenant, Fred Rugema commence à sensibiliser les enfants des réfugiés rwandais. Pourquoi? Parce que la campagne d'Obote essaie d'assimiler Museveni et les Banyarwanda. Museveni n'est pas Tutsi, il n'est pas Munyarwanda. Museveni est membre d'une tribu qu'on appelle Banyankole. Mais c'est une tribu, disons, proche des Banyarwanda. Mais ce ne sont pas des Banyarwanda. La campagne maintenant du pouvoir dit c'est les Banyarwanda qui nous attaquent. Et on commence à déstabiliser les jeunes dans les camps de réfugiés. Et ça donne une occasion à Museveni de commencer à recruter ces jeunes-là. Surtout Fred Rugema, il va aller commencer à sensibiliser les jeunes. C'est ainsi que Fred Rugema va recruter un jeune garçon réfugié rwandais au nom de Paul Kagame pour l'amener dans la rébellion. Le petit frère de Museveni qui s'appelle Salim Saleh va recruter un jeune qu'il avait connu au niveau de... Je crois qu'ils étaient dans une même école. Le petit s'appelle James Kabarebe. Salim Saleh l'amène dans la rébellion. Le mouvement de Museveni s'appelle NRM, National Resistance Movement, avec leur armée, NRA, National Resistance Army. Ils font la guerre, et puis en 1986, les NRM de Museveni gagnent la guerre. Et ils entrent à Kampala, ils prennent le pouvoir. 1986. Mais lorsque l'armée NRA, l'armée ougandaise de la rébellion, entre à Kampala, ils sont à peu près 20 000 hommes.
sur les 20 000 combattants de la NRA, 5 000 à peu près sont des Rwandais. Des enfants de réfugiés rwandais. Ils prennent le pouvoir. Et Museveni, pour les remercier pour leur contribution, il va les nommer à des postes clés. C'est ainsi que les Deputy Chief of Military Intelligence, les chefs du renseignement militaire adjoint, est nommé, c'est le major Paul Kagame, qui devient le numéro 2 de la sécurité militaire en Ouganda. Le lieutenant James Kabarebe est nommé, il est AIO, Intelligence Officer, agent de renseignement, dans l'armée ougandaise. Donc ils vont évoluer comme ça, de 1986, mais plus le temps passe, les Ougandais commencent à murmurer, les vrais Ougandais. Ils disent, mais comment on peut accepter quand même dans notre pays, tout le monde sait que ces gens-là, c'est des Rwandais, ils ont des positions claires, donc il y a une tension qui commence à monter au sein de l'opinion ougandaise. Museveni dit, ça m'amènera des problèmes, ça. Il faut que je me débarrasse de mes alliés qui deviennent encombrants. La meilleure façon de se débarrasser de ces anciens alliés, c'est de les aider à rentrer chez eux. Et c'est ainsi qu'ils vont créer, Fred Oguema va créer une structure politique qui va appeler FPR, Fonds patriotique rwandais, avec une branche armée qui s'appelle APR, Armée patriotique rwandaise. Et le 1er octobre 1990, avec soi-disant des équipements volés à l'armée ougandaise, Museveni a dit oui, ils ont volé. En réalité, on sait que Museveni avait fermé les yeux. Ils vont prendre des armes, des jeeps et tout. À peu près 3000 combattants traversent la frontière rwandaise avec l'objectif de prendre Kigali en 5 jours. Et ils avancent. Arrivés à 70 km de Kigali, le président Habyarimana, Juvenal Habyarimana, ne sait plus quoi faire. La seule solution qui lui reste, c'est d'appeler au secours. Mes ennemis sont à 70 km de Kigali. Si tu ne m'aides pas, c'est fini. Mobutu va mobiliser la DSP et une unité de commando formée à Kisangani, sous le commandement du général Mayele. Ils vont traverser, aller au Rwanda. Et Mayele, la DSP, donc les militaires congolais, avec le soutien de la France et de la Belgique qui sont à Kigali pour protéger les expatriés, Mayele et les phares, les forces armées rwandaises, revigorées par la présence des Congolais, ils vont faire battre en retraite l'armée de Kagame jusqu'à la frontière ougandaise. La première guerre du Rwanda a échoué parce que l'armée congolaise, l'armée zaïroise à l'époque, est intervenue au Rwanda. Donc là, les Rwandais rentrent chez eux, mais dans la gestion de l'après-conflit, comme vous le savez, il y a eu toujours des débordements, quelques militaires congolais ont pillé à Kigali, et puis bon, on leur a demandé de partir. Ils sont revenus. Et j'ai oublié, le 1er octobre, lorsque l'attaque est lancée, le 2 octobre, juste le lendemain de l'attaque, le chef du FPR, le général Fred Oguema, est tué dans des conditions mystérieuses. On dit que c'est un règlement des comptes, un problème de leadership entre les FPR. Lorsqu'on informe Museveni qu'on a tué Fred Oguema au front, il va envoyer un message directement à son protégé, Paul Kagame, qui est aux études aux États-Unis. Il dit, arrête tes études, reviens, ici ça ne va pas, il vient de tuer Fred Oguema, tu dois revenir. Paul Kagame revient et Museveni l'impose à la tête du FPR. Certains officiers ougandais me disent même qu'il y a eu quelques résistances, les Ougandais ont été obligés de faire les ménages pour faire place à Paul Kagame. C'est comme ça que Paul Kagame devient le chef du FPR. La guerre reprend en 1992. Ça c'est Habyarimana. La guerre reprend en 1992. Il y a eu des accords, ça s'arrête à un moment, ils vont aller négocier. Bon, pour aller vite, en 1993,
les FPR et les pouvoirs de Kigali signent un accord qu'on appelle les accords d'Arusha. Accord d'Arusha, cessez le feu, on accepte que les FPR va apporter 40% de la nouvelle armée, parce qu'il faut intégrer l'armée. Les militaires du FPR, donc l'APR, ont un quota de 40% de militaires et 50% d'officiers. Et des postes ministériels, par exemple le ministère de l'Intérieur, c'est le FPR qui va avoir ça. Donc, on se met en place pour faire un gouvernement de transition. Il se pose un problème, les extrémistes de deux camps ne sont pas satisfaits par cet accord. Les extrémistes du FPR considèrent qu'au lieu qu'on nous donne un quota de 40%, on a la capacité de prendre tous les pouvoirs. Continuons la guerre. Les extrémistes du côté Hutu, le pouvoir d'Abiyarimana, considèrent qu'il n'est pas besoin de négocier avec ces gens-là, il faut en finir par la guerre. Et la situation va se dégrader, les tensions arrivent, et puis le 6 avril 1994, vers 18h, l'avion présidentiel, le Falcon 50 d'Abiyarimana, qui revenait d'une conférence de la Tanzanie, est abattu au-dessus de l'aéroport de Kigali. 30 minutes après que cet avion soit abattu, les barrières sont déployées dans Kigali et partout dans la ville. Ainsi débute le génocide rwandais. La chasse aux Tutsis. On commence à tuer sauvagement. Les gens du Kivu commencent à voir arriver sur les rives du lac Kivu des cadavres, des gens qu'on a coupés à la machette et tout et tout. Et c'est ainsi que débute le génocide rwandais. Ces génocides, lorsque les génocides commencent, le FPR va mettre un terme au cessez-le-feu, reprend la guerre. Et donc vous avez la guerre qui reprend.